Il s'agit de la deuxième partie de l'anime. Caïman et Nikedo avaient l'impression que Kazukab avait à peu près le même âge que Vo, mais ils allaient apprendre autrement. Kazukab révéla qu'il avait été transformé en enfant par un magicien lors d'expériences magiques il y a plusieurs années. Malgré son apparence juvénile, il avait en réalité 60 ans. Kazukab mentionna également qu'il nettoyait la maison des résidus magiques quand ils étaient arrivés, et après un nettoyage en profondeur, la maison était revenue à sa disposition d'origine. Kazukab conduisit ensuite Caïman et Nikedo dans une pièce où il dévoila le résultat de son expérience, une porte fabriquée à partir des restes de sorcières décédées. Cette porte, expliqua-t-il, leur permettait d'accéder au monde des sorciers, tout comme les sorcières utilisaient des portes pour entrer dans le hall. Le lendemain, Caïman et Nikedo se préparèrent pour un voyage dans le monde des sorciers à la recherche de la sorcière responsable de la transformation de Caïman en homme lézard. Sachant qu'il se dirigeait en territoire ennemi, Caïman s'arma de tous ses couteaux tout en dissimulant sa tête de lézard distinctive, un signe révélateur des victimes de la sorcellerie. Kazukab leur fournit un guide qu'il avait rédigé pour naviguer dans le monde des sorciers. Nikedo expliqua sa raison d'accompagner Caïman, assisté à nouveau à son visage humain. Peu après, ils passèrent la porte et se retrouvèrent dans le monde des sorciers. Caïman débordait d'excitation, car il avait l'intention de confronter et de vaincre toutes les sorcières là-bas. Comprenant le fort désir de Caïman de localiser la sorcière qu'il avait maudit, Nikedo le mit en garde qu'il devait éliminer les sorcières discrètement. Elle souligna que Caïman ne devait en aucun cas révéler sa véritable identité dans n'importe quelle situation. Alors qu'il se préparait à se diriger vers le centre-ville pour recueillir des informations, un magicien s'approcha d'eux et leur offrit gentiment un tour sur un tapis volant. Pendant ce temps, dans une ruelle, Fujita et Ebisu se retrouvèrent confrontés par deux magiciens intimidants. Fujita se sentait menacé, d'autant plus que son partenaire précédent avait été tué par quelqu'un du hall. L'un des magiciens, Yoshioka, attaqua Fujita, tandis que l'autre se moqua d'Ebisu en raison de sa petite taille. Fujita, déterminé à protéger Ebisu, n'hésita pas à riposter et l'encouragea à fuir. C'est alors que Noa arriva et démembrait rapidement le corps de Yoshioka. Shine apparut également, s'approchant furtivement du partenaire de Yoshioka et lui arrachant le cœur. Shine avait une forte aversion pour les intimidateurs qui s'en prenaient aux plus faibles et croyait que ceux qui avaient de la force devaient défendre ceux dans le besoin. Ebisu fut visiblement choqué par les meurtres impitoyables des deux sorcières par Shine et Noa, mais il semblait que de tels actes brutaux étaient routiniers pour eux. Fujita exprima rapidement sa gratitude à Shine et Noa de les avoir sauvés, et Noa essaya même de remonter le moral de Fujita en l'invitant à déguster une glace. Cependant, Fujita ne pouvait se débarrasser de sa frustration face à sa faiblesse présumée de ne pas avoir pu protéger Ebisu. Se sentant désespéré de devenir plus fort, Fujita implora Shine et Noa de l'entraîner. Mais les deux puissants magiciens ne semblaient pas très enthousiastes à l'idée, la jugeant gênante et une perte de leur temps. Sur une note différente, Caïman et Nikedo optèrent pour un taxi volant magique mais se rendirent bientôt compte qu'ils n'avaient pas l'argent pour payer la course. Nikedo suggéra de sauter du tapis, mais Caïman élabora un plan astucieux. Il retira son masque et utilisa sa capacité unique pour extraire des informations du chauffeur de taxi, seulement pour découvrir que l'homme n'était pas le magicien qu'il recherchait. D'un geste rapide, bien que violent, Caïman tua le chauffeur, faisant perdre l'équilibre au tapis magique, et ils s'écrasèrent sur les débris d'un bâtiment. Heureusement, ils survécurent à la chute et parvinrent à obtenir les clés de la maison et de l'argent auprès du chauffeur décédé. Après cette épreuve, Caïman et Nikedo décidèrent de dîner dans un restaurant avant de poursuivre leur quête. Tandis que Caïman attendait leur nourriture, Nikedo s'approcha du bar pour demander des indications. Alors qu'elle s'apprêtait à retourner à leur table, un démon mystérieux s'approcha d'elle et lui remit discrètement une carte anonyme. De l'autre côté, Caïman commença avec enthousiasme à essayer les snacks et les cocktails servis par le serveur. Cependant, son excitation se transforma rapidement en nausée, le poussant à se précipiter vers les toilettes. Mais à son entrée dans les toilettes, un vertige soudain l'envahit, le faisant perdre connaissance. Pendant ce temps, avec l'aide de Kikurage, on réussit à ramener à la vie la tête séparée, bien que la conscience mettrait un certain temps à revenir pleinement. La tête, qui se présentait désormais comme Rizu, semblait reconstituer des souvenirs éparpillés, les prenant pour un rêve. Finalement, Rizu ouvrit les yeux et se présenta à An. Vers le même moment, Caïman reprit connaissance après un bref évanouissement, au cours duquel il entrevit un fragment d'un souvenir perdu impliquant quelqu'un nommé Rizu. En sortant des toilettes, Nikedo le mit au courant d'un homme avec des tatouages en forme de croix dans sa bouche, similaire à Caïman lui-même. Ils décidèrent de suivre discrètement cet homme, mais le perdirent de vue lorsqu'il entra dans un bâtiment. Pendant ce temps, Shine et son groupe arrivèrent à l'endroit pour appréhender le chef d'un gang criminel connu sous le nom de Cross Eyes, suivant les ordres d'An. Ils obtinrent des informations sur la cachette d'un membre du gang Cross Eyes, et on leur confia la tâche de capturer le chef et d'éliminer le gang. Cependant, Shine hésitait à tuer les membres du gang, les considérant comme des magiciens faibles. Ainsi, il se fit passer pour un acheteur potentiel de poudre noire, tentant de faire affaire avec le chef du gang.
Il s'avéra que le gang Cross Eyes était déjà au courant de Shine et de ses associés travaillant pour An, et ils les menacèrent promptement avec des armes à feu. L'un des membres du gang tira même sur Shine, mais Noah le protégea vaillamment et perdit la tête dans le processus. En voyant cela, Shine fut soudainement consumé par la fureur. Il déchaîna une puissante attaque magique qui pulvérisa la balle en 30 ans de petits fragments. Réalisant que les armes à feu ne fonctionneraient pas contre Shine, l'un des membres du gang tenta une attaque au couteau, mais Shine l'incapacita rapidement avec son marteau. Au cours de la bagarre, le membre du gang mentionna que leur chef était décédé. Pendant ce temps, Noah se remit étonnamment rapidement et s'occupa des autres membres du gang. Comme il n'avait pas obtenu d'informations sur le chef, Shine et Noah décidèrent d'enlever l'un des membres du gang et de le livrer à An. Après le départ de Shine et des autres de la scène, Nikedo et Caïman arrivèrent, découvrant les membres du gang Cross Eyes sauvagement assassinés. Caïman se demanda qui était responsable de ce massacre, tandis que Nikedo était intrigué par des individus avec des tatouages en forme de croix, considérant que Caïman portait exactement le même tatouage. Involontairement, Caïman murmura le nom de Rizu et partagea avec Nikedo qu'il avait recouvré un fragment d'un souvenir perdu impliquant quelqu'un nommé Rizu. Caïman était excité car il avait une piste et expliqua à Nikedo qu'il devait localiser un homme nommé Rizu qui pourrait détenir des informations sur ses origines. Le lendemain, Nikedo proposa qu'ils se séparent pour chercher Rizu. Pendant ce temps, les subordonnés d'en attachèrent la tête de Rizu à un corps mécanique magique. Peu de temps après, Rizu révéla qu'il reconnaissait An et plaida pour sa vie, mais lors de l'interrogatoire, il ne put fournir les informations nécessaires et mourut soudainement. Rizu ignorait l'identité du chef du gang Cross Eyes car il avait rejoint récemment et ne connaissait pas l'importance de l'appartement numéro 8, où ils avaient trouvé sa tête. De plus, Rizu prétendit ne pas connaître Caïman, bien que Shine soit convaincu que l'homme résidant dans la bouche de Caïman était effectivement Rizu. Pendant ce temps, Nikedo se dirigea vers une boutique de prêt magique pour vendre sa fumée magique et gagner de l'argent. Avant de donner un prix pour sa fumée magique, le propriétaire de la boutique procéda à une analyse et fut agréablement surpris de découvrir que la fumée magique de Nikedo était une forme exceptionnellement rare et pure de magie. Sans hésitation, il remit tout son argent à Nikedo en échange d'un petit flacon de sa fumée magique. Nikedo compta l'argent mais lança ensuite une attaque inattendue contre le propriétaire pour récupérer sa fumée magique. Par la suite, elle dissipa sa fumée magique pour effacer toute trace de son pouvoir magique unique et précieux. Malheureusement, elle tua également le propriétaire dans le processus, ignorant que le meurtre avait été capturé par une caméra de vidéosurveillance. Avec l'argent en main, Nikedo se rendit à un endroit où elle pouvait utiliser les fonds comme paiement pour rencontrer un démon nommé Azu. Grâce à l'argent, Nikedo obtint une conversation de 30 minutes avec Azu. Ils semblaient familiers l'un à l'autre, et Nikedo se sentait à l'aise en présence d'Azu. Elle discuta de Caïman et de leur mission dans le monde des sorciers avec Azu. Cependant, Azu prétendit ne pas connaître la personne responsable de la transformation de Caïman. Néanmoins, Azu connaissait Rizu et informa Nikedo que Rizu était actuellement avec An. Nikedo s'enquit des individus avec des tatouages en forme de croix, et Azu révéla qu'ils étaient membres du gang Cross Eyes, une organisation criminelle et ennemie d'An et de ses associés. Azu interrogea ensuite les motivations de Nikedo pour aider Caïman et se demanda si elle avait des sentiments romantiques pour lui. Nikedo nia rapidement cela et souligna que Caïman était un ami important pour elle. En entendant cela, Azu lui proposa de lui montrer le chemin jusqu'à la résidence d'An. Pendant ce temps, An, frustré par l'inutilité de Rizu, ordonna à Fujita d'amener un membre mutilé du gang Cross Eyes nommé Miyamoto à Rizu. Plutôt que de craindre un sort similaire à celui de Miyamoto, Rizu se moqua de lui pour sa condition pitoyable causée par le pouvoir magique de Shine. Au même moment, l'un des hommes d'An se précipita pour l'informer qu'un intrus avait infiltré sa résidence à la recherche de Rizu. À cette nouvelle, Noah prit sur elle de régler le cas de l'intrus, montrant un enthousiasme considérable parce que l'intrus avait osé pénétrer chez An. Pendant ce temps, Nikedo semblait interroger l'un des subordonnés d'An sur l'emplacement de Rizu lorsque Noah apparut soudainement et lança une attaque. Nikedo évita habilement l'assaut et réalisa rapidement que Noah était la même personne qui l'avait attaqué dans le trou. Une féroce bataille éclata entre Nikedo et Noah à la résidence d'An, laissant Caïman chez lui se demander si Nikedo s'était perdu. Reconnaissant Noah comme une combattante redoutable, même sans utiliser la magie, Nikedo décida de la distraire en lui blessant l'œil afin de pouvoir s'échapper. De l'autre côté, An et Shine inspectèrent la porte que Nikedo avait utilisée pour infiltrer la résidence, et ils furent stupéfaits de découvrir qu'il s'agissait de la porte du diable. Ayant réussi à éluder Noah, Nikedo se fraya un chemin dans un couloir et trouva finalement Rizu enfermé dans une pièce du bâtiment adjacent. Plutôt que de prendre un itinéraire plus sûr vers le bâtiment suivant, Nikedo sauta audacieusement par une fenêtre. Elle parvint à entrer dans la pièce où Rizu était confiné et atteignit immédiatement son poignet pour le libérer. Cependant, An arriva dans la pièce simultanément et saisit l'autre poignet de Rizu pour contrecarrer les efforts de Nikedo. Réalisant qu'elle serait probablement vaincue en cas de confrontation directe, Nikedo frappa rapidement le visage d'An et choisit de fuir avant qu'il ne puisse utiliser sa magie pour lui faire du mal.
à son tour, fut consumé par la colère parce que Nikedo avait blessé son visage. Sa rage déclencha une explosion violente, libérant d'énormes nuages de fumée noire. Aux côtés de la fureur intense d'énormes champignons commencèrent à pousser dans la région, et ceux exposés à la fumée noire commencèrent lentement à se transformer en champignons, à l'exception de Rizu. Peu de temps après, Noa arriva sur les lieux et découvrit que Shine et les autres étaient pris au piège dans les plantes de champignons, commençant leur transformation en champignons. Témoin de cela, Noa agit rapidement, frappant pour le rendre inconscient et stopper sa furie destructrice. Elle se précipita ensuite pour sauver Shine, qui avait déjà commencé à se transformer en champignon, en administrant sa fumée magique dans sa bouche. Pendant ce temps, Nikedo réussit à s'échapper de la résidence mais elle ne survécut apparemment pas à l'attaque car un gigantesque champignon surgit de son dos. En rentrant chez lui, Nikedo pressa Caïman de couper le champignon avant qu'elle ne termine sa transformation. Cependant, Caïman décida de se précipiter avec Nikedo vers le trou, car le champignon commença à saigner lorsqu'il tenta de le couper. Heureusement, Caïman parvint à temps à l'hôpital avec Nikedo, où Vo et Kazukab réalisèrent une opération vitale sur elle. Caïman attribua le sauvetage opportun à la vaporisation de Kazukab, qui pouvait créer une porte connectant le monde des sorciers au trou. En attendant le rétablissement de Nikedo, Vo et Kazukab partagèrent avec Caïman l'histoire de Shine, qui avait autrefois vécu dans le trou. Vo expliqua que le père de Shine était un humain tandis que sa mère était une sorcière. Tragiquement, la mère de Shine fut tuée par l'association locale peu de temps après l'accouchement, et le père de Shine dissimula son ascendance mixte pour le protéger des résidents hostiles du trou qui s'opposaient violemment aux sorcières. À l'époque, les habitants du trou étaient hostiles envers les sorcières, recourant souvent à la violence contre elles, même lorsque les sorcières ne représentaient aucune menace, comme dans le cas de la mère de Shine. Shine mena une vie tranquille avec son père jusqu'à l'adolescence, où il commença à aider son père, qui travaillait comme menuisier. Pendant son travail, Shine se coupa accidentellement le doigt, révélant des particules noires dans son sang, indiquant qu'il possédait des capacités magiques. Le propriétaire de la menuiserie, en voyant cela, signala immédiatement Shine à l'association locale. En 10 minutes, une milice d'anti-magiciens arriva à la menuiserie, composée de seulement 3 personnes, pour appréhender Shine. Shine se retrouva dans une situation délicate lorsque le propriétaire du magasin le dénonça. En réponse, il affronta le propriétaire, même lorsque son père tenta d'intervenir, exhortant Shine à s'échapper. Réalisant qu'il était devenu un fugitif poursuivi par la milice anti-magicien, Shine retira sa propre affiche de recherche. Cette nuit-là, il décida de rentrer chez lui, profondément préoccupé par la sécurité de son père. En atteignant son domicile, Shine fut confronté à une vision dévastatrice. La même milice anti-magicien qui le poursuivait avait tué son père et l'attendait pour faire de même avec lui. Animé par la colère pour le meurtre de son père, Shine riposta, armé seulement de son fidèle marteau. Avec une détermination inébranlable à venger son père, il affronta ses agresseurs. Malgré son infériorité numérique et armé seulement de son marteau, Shine parvint à les vaincre. Cependant, ses actions le firent devenir le fugitif le plus recherché aux yeux de l'association locale. Ils mobilisèrent plus de membres pour l'appréhender, mais Shine continua d'éliminer quiconque croisait son chemin. Finalement, une nuit, alors que Vo et Kazukab étaient en service à l'hôpital, ils tombèrent sur Shine dans la salle d'opération. Ils découvrirent également que Shine avait poussé les choses à l'extrême en se coupant les doigts et les 2 bras à la recherche des tuyaux de fumée. Voyant cela, Kazukab comprit rapidement que Shine était un magicien avec une capacité magique limitée. Au lieu de le signaler à l'association locale, Kazukab proposa d'aider Shine à retrouver ses tuyaux de fumée manquants. Alors que Kazukab cherchait les tuyaux de fumée, Vo administra des antibiotiques à Shine et lui conseilla d'arrêter de prendre des vies. Cependant, Shine resta résolu dans sa détermination à se venger de ceux responsables de la mort de ses parents. En temps voulu, Kazukab localisa avec succès les tuyaux de fumée, permettant à Shine de retrouver l'usage de ses 2 mains. Reconnaissant de leur aide, Shine exprima ses remerciements à Vo et Kazukab. Curieux des capacités magiques de Shine, Kazukab manifesta de l'intérêt, et Shine laissa entendre qu'ils en apprendraient bientôt davantage à ce sujet. Avant de partir, Shine déroba ludiquement une boîte de gyoza à une jeune fille blonde, qui se révéla être Nikedo. Quelques heures après le départ de Shine de l'hôpital, Vo et Kazukab furent choqués par l'arrivée de 46 membres de la milice anti-magicien, gravement mutilés mais miraculeusement encore en vie. Kazukab déduisit rapidement que ces individus étaient tombés victimes des actions magiques de Shine. Cet incident conduisit à la dissolution officielle de l'association locale, et les habitants du trou abandonnèrent leur opposition aux sorcières, craignant un sort similaire aux 46 survivants. Dans le présent, Nikedo continua de réfléchir au Conseil d'Azu, l'encourageant à utiliser son pouvoir magique pour découvrir les origines de Caïman. Alors qu'elle regardait par la fenêtre, elle fut soudainement surprise par la vue de quelqu'un à l'extérieur, apparemment fixé sur elle. Au même moment, Caïman et le groupe arrivèrent pour apporter de la nourriture à Nikedo.
Nikedo les informa rapidement de la personne à l'extérieur de la fenêtre. Cependant, Caïman balaya cela d'un revers de main, exhortant Nikedo à se concentrer sur sa guérison au lieu de s'inquiéter de telles choses. Caïman servit ensuite à Nikedo des gyoza qu'il avait préparés, mais il s'avéra qu'il les avait trop cuits, et Nikedo n'était pas ravi du goût ou de la texture. Elle finit par vomir la nourriture, alors Caïman commanda une pizza pour elle et lui dit de se reposer. Une fois sorti de la chambre de Nikedo, Kazukab montra à Caïman une carte qu'il avait trouvée dans la poche de Nikedo. Kazukab pensait que c'était le type de laisse que les sorciers de haut niveau obtiennent du diable. Caïman se demanda pourquoi Nikedo avait une telle carte, mais Kazukab révéla que Nikedo était une sorcière, car il l'avait opérée et vu l'anatomie distincte du corps d'une sorcière. Peu de temps après, Caïman entendit Nikedo crier sous la pluie battante à l'extérieur. Il se précipita dans sa chambre et découvrit qu'elle avait été kidnappée par quelqu'un qui était entré par la fenêtre. Caïman poursuivit le kidnappeur, qui portait Nikedo vers l'allée où il l'avait rencontré pour la première fois. Cependant, une fois arrivé dans l'allée, personne n'était en vue. Caïman remarqua un trou d'égout ouvert et réalisa que le kidnappeur y avait emmené Nikedo. Il descendit dans les égouts souterrains, mais se demanda pourquoi Nikedo n'avait pas essayé de se défendre. Il se souvint également de la mention de Kazukab selon laquelle les sorcières détestaient la pluie dans le trou. Perdu dans ses pensées, il ne remarqua pas une créature qui le fit trébucher délibérément et le fit tomber. Il s'avéra que c'était Jonson, un cafard muté en géant par la fumée magique polluée des égouts. Caïman tenta de combattre la créature géante mais finit par tomber dans un égout rempli de victimes d'expériences magiques ratées. Jonson mordit le bras et la tête de Caïman, mais il perdit bientôt tout intérêt et alla dans un coin pour se délecter de la chair de Caïman. Caïman saisit cette occasion pour s'échapper et poursuivre sa recherche. Entre-temps, le propriétaire de Jonson, Andrew, fut déçu d'apprendre que Nikedo ne possédait pas les gemmes noires comme les autres victimes de sorcellerie. Peu de temps après, Caïman arriva sur les lieux et poussa violemment Andrew contre le mur. Simultanément, Jonson surgit en réponse à l'appel d'Andrew et renversa sans effort Caïman. Caïman s'enquit des motifs d'Andrew pour avoir kidnappé Nikedo, et Andrew avoua qu'il voulait simplement ses gemmes noires. Andrew pensait que collecter ces pierres précieuses noires auprès des victimes de pratiques de sorcellerie ferait de lui un sorcier. Il avait kidnappé ces victimes dans les hôpitaux, puis les avait tuées pour obtenir ses prétendues gemmes magiques. Caïman a éclairé Andrew, lui expliquant que les pierres précieuses noires n'étaient rien de plus que des déchets corporels et ne pouvaient pas le transformer en sorcière. Cependant, comme Nikedo ne disposait pas de ces pierres précieuses noires, Andrew prévoyait de tuer Caïman et de prendre la sienne. En réponse, Caïman a rapidement saisi un couteau à proximité, a coupé la jambe d'Andrew et a lancé les morceaux coupés pour distraire Jonson. Après cela, Andrew, qui était au bord de la mort, s'est confié à Caïman. Il a partagé une révélation surprenante, affirmant qu'il avait vu Caïman et Nikedo dans la ruelle. Ce qui était encore plus étonnant, c'est qu'Andrew affirmait que Caïman avait encore un visage humain à l'époque. Andrew a exprimé un profond désir de devenir un sorcier afin de pouvoir échapper au trou. Caïman avait espéré en apprendre davantage sur ses propres origines auprès d'Andrew, mais malheureusement, Andrew est décédé avant de révéler quoi que ce soit de plus. Que collecte quelques jours plus tard, lorsque Fujita visita la tombe de Matsumura, il dit à Ebisu que la tombe n'était qu'un marqueur symbolique. Il n'avait pas pu ramener le corps mutilé de Matsumura à la maison après les actions brutales de Caïman. Fujita ne put s'empêcher de se remémorer le douloureux souvenir de Caïman tuant Matsumura. Cependant, il se souvenait que dans ces derniers moments, Matsumura pensait à Fujita et avait utilisé tout son pouvoir magique restant pour le sauver. Peu de temps après, l'un des hommes d'An apparut et convoqua Ebisu de toute urgence à la résidence d'An. En informa Ebisu du meurtre récent du propriétaire de la boutique de fumée. En avait acquis la boutique et découvert qu'Ebisu était un fournisseur fréquent de fumée magique. En avait l'intention d'enquêter sur cette fumée magique pour en savoir plus sur les pouvoirs magiques liés au lézard d'Ebisu. Se tournant vers Fujita, en mentionna ses tentatives infructueuses pour trouver un nouveau partenaire. Fujita se sentit découragé, pensant qu'il ne pourrait jamais remplacer Matsumura en tant que partenaire. Cependant, Noa essaya de remonter le moral en le rassurant qu'il existait de nombreuses façons de trouver un nouveau partenaire. Fujita était assez déprimé par tout cela et décida de se rendre dans le trou, motivé par son désir de se venger de Caïman pour la mort de Matsumura. Ebisu, qui le comprenait, choisit d'accompagner Fujita dans ce voyage. Lorsqu'ils atteignirent le trou, Fujita avait un plan. Il dit à Ebisu de retirer son masque et de se fondre comme un être humain ordinaire afin qu'il puisse se mêler aux résidents du trou et trouver comment approcher Caïman. Pendant leur séjour dans le trou, Fujita tomba sur une affiche recrutant des membres pour l'équipe de Buzzball Peace Sharks, qui devait jouer contre l'équipe de Caïman. Cela donna à Fujita une idée. Lui et Ebisu décidèrent de se rendre à l'hôpital Pizol pour s'inscrire à l'équipe de Buzzball. Étonnamment, le directeur de l'hôpital, Ogata, accepta Fujita en tant que membre de l'équipe, même si les compétences de Buzzball de Fujita n'étaient pas exactement au top. Ebisu, quant à elle, devint la mascotte des Peace Sharks en raison de sa démarche adorable.
Pendant ce temps, au Hungry Bug, Caïman dégustait les délicieux gyoza de Nikedo lorsqu'un jeune homme nommé Tirtin, un client régulier, arriva et commanda également des gyoza. Tirtin semblait très attiré par Nikedo, la complimentant abondamment. Cependant, Caïman n'était pas ravi des avances de Tirtin. Peu de temps après, Vo arriva et était irrité parce que leur équipe de baseball manquait toujours d'un membre pour le prochain match. Caïman commenta qu'il n'avait pas besoin d'une équipe complète car lui et Nikedo pouvaient s'en occuper, mais Vo n'était pas d'accord. Il expliqua que si leur équipe n'était pas complète, ils seraient disqualifiés. Tirtin se porta volontaire pour rejoindre leur équipe, et Vo l'accepta. Plus tard, lorsqu'ils se réunirent à l'hôpital pour une réunion d'équipe, Caïman fut surpris de voir Jonson. Kazuka lui expliqua qu'il pouvait contrôler Jonson à l'aide d'ondes électromagnétiques spéciales pour insectes, permettant à Jonson de suivre des ordres et même de prononcer quelques mots. Alors que Vo expliquait le rôle de chaque membre de l'équipe dans le match de baseball, Tirtin exprima avec enthousiasme son anticipation pour le déjeuner de Nikedo. Caïman murmura que Tirtin n'en obtiendrait pas car il avait l'intention de dévorer toutes les provisions de Nikedo. Pendant ce temps, à la résidence d'An, en chargea Shine et Noix de traquer Rizu, qui s'était échappé avec un émetteur dans son corps mécanique alimenté par la magie. Tout en discutant de la fumée magique des bisous, l'un des hommes d'An trébucha sur un câble, éclaboussant involontairement Noix avec la fumée magique. An s'enquit des pouvoirs magiques des bisous, mais il était trop tard, car Noix s'était déjà transformé en monstre lézard. Le lendemain, Fujita et l'équipe des Peace Sharks arrivèrent sur le lieu de leur match contre l'équipe des Central Worms de Caïman. Les capitaines des deux équipes se rencontrèrent, affichant un mépris évident l'un pour l'autre en raison de leur conflit précédent. Le match commença avec Fujita comme lanceur et la poupée vivante, que Fujita avait nommé Frankenstein, comme premier batteur des Central Worms. Fujita fut surpris lorsqu'il réalisa que Frankenstein avait le visage de Matsumura. Kazuka expliqua que Frankenstein avait effectivement été créé à partir de parties du corps de Matsumura, et étonnamment, l'utilisation de poupées cadavres comme membre d'équipe était autorisée par les règles du jeu. En apprenant cela, Fujita fut furieux qu'ils aient manipulé le corps de Matsumura, son meilleur ami. Cependant, il eut l'idée de ramener le corps de Matsumura à la maison et de solliciter l'aide de Kikurage pour le ramener à la vie. Matsumura frappa parfaitement la balle mais tomba dans une flaque de boue sans fond. Fujita et ses coéquipiers se précipitèrent pour le secourir avant qu'il ne se noie. Kazuka suivit en tant que deuxième batteur et réussit un bain réussi. Pendant ce temps, Tirtin s'interrogea sur la relation entre Caïman et Nikedo, à laquelle Caïman clarifia qu'ils étaient simplement amis. Tirtin exprima son intention de gagner l'affection de Nikedo, à quoi Caïman répondit par un geste dédaigneux, bien qu'il semblât mécontent. Tirtin se présenta comme le troisième batteur des Central Worms et frappa bien la balle. Ensuite, ce fut au tour de Caïman, ce qui irrita Fujita alors qu'il faisait face à la personne qui avait tué Matsumura. Fujita donna tout ce qu'il avait dans son lancer, mais Caïman réussit à frapper un coup de circuit, marquant 3 points. Fujita se sentit vaincu, pensant qu'il ne pouvait même pas battre Caïman dans un match de baseball. Voyant le désespoir de Fujita, Ebisu s'approcha de lui et l'encouragea à utiliser son pouvoir magique. Avec le soutien d'Ebisu, Fujita retrouva sa confiance. Malgré sa magie limitée, Fujita lança étonnamment la balle à une vitesse de 160 km/h, laissant Vo et les autres figés jusqu'à ce qu'ils soient éliminés. La performance impressionnante de Fujita réduisit l'écart, mais Ebisu offrit secrètement des boissons droguées aux membres de l'équipe des Central Worms qui n'avaient pas encore joué. La boisson était imprégnée d'anesthésique, les faisant s'endormir. Cependant, malgré ce revers, les Central Worms maintinrent leur avance alors que 3 batteurs de l'équipe des Peace Sharks furent éliminés d'affilée. Pendant la pause, Fujita dit à Ebisu de se préparer car il prévoyait de ramener Matsumura dans leur monde. Kazuka était occupé à recharger Frankenstein, dont la puissance s'épuisait. Pendant ce temps, Ogata se frustra alors que son équipe accusait un retard considérable par rapport à celle de Vo, ce qui le poussa à ordonner à Ebisu de empoisonner Jonson avec un pesticide. Cependant, Kazuka contrecarra ce complot, surprenant Ebisu en train de mélanger du pesticide dans les nouilles ramen. Nikedo s'avança pour frapper, et Fujita, dans une démarche plutôt méchante, essaya de la frapper avec une balle, cherchant à la blesser. Tirtin s'inquiéta, craignant que Nikedo ne soit vraiment blessé. Caïman, cependant, resta calme car il connaissait bien Nikedo, tandis que Tirtin ne savait pas grand-chose d'elle. Étonnamment, Nikedo, face au deuxième lancer de Fujita, frappa la balle si fort qu'elle assomma Ogata. Alors que d'autres se précipitaient au secours d'Ogata, Fujita saisit l'occasion pour prendre Matsumura et ouvrir la porte vers le monde des sorciers. Il appela Ebisu, qui était poursuivi par Jonson, et ils parvinrent à s'échapper juste à temps avant que Jonson ne puisse les attraper. De retour chez An, ils furent perplexes de ne trouver aucun garde, mais ensuite, un garde blessé s'approcha d'eux et s'effondra. Fujita craignait que le garde ne soit mort, et en même temps, Ebisu ressentait un mal de tête sévère en raison de vaisseaux sanguins enflés dans son cerveau. Noix, transformé en monstre lézard, subissait également la même agonie. Shine est apparu,
tentant de persuader Noah de se rendre. En a averti Shine qu'Ebisu avait utilisé de la poudre noire, provoquant la perte de contrôle de Noah après avoir été exposé à sa fumée magique. Luttant pour reprendre le contrôle, Noah a averti Shine de partir, incapable de se maîtriser. Alors que Noah lançait une attaque sur Shine, il parvint à la contrer et à la coincer. Shine pensait l'avoir paralysé, mais elle le surprit avec une attaque finale qui le blessa mortellement. Après avoir neutralisé Noah, En et Shine l'amenèrent chez un magicien nommé Shuta, utilisant un ascenseur secret connu seulement dans. En expliqua que Shuta avait le pouvoir d'annuler d'autres sorts magiques. Shuta, enfermé depuis longtemps, était ravi de voir En. Suite au récit sur la situation de Noah, Shuta ne perdit pas de temps et initia le rituel d'annulation de magie. Il mélangea divers ingrédients du monde démoniaque et le contenu stomacal de la personne que Noah aimait le plus. Pressé de terminer le rituel rapidement et de guérir Noah, En demanda à Shine de fournir le contenu de son estomac, exposé lors de l'attaque de Noah. Shuta combina ces ingrédients pour créer une poupée magique, qu'il plaça avec sa fumée magique dans la bouche de Noah. De plus, Shuta demanda à Shine de poser sa main sur la poitrine de Noah en pensant à ses souvenirs les plus chers avec elle. En peu de temps, Shuta annula avec succès la magie, et Noah retrouva sa véritable forme. Noah reprit conscience, et Shine se sentit mal à l'aise en réalisant qu'il touchait toujours sa poitrine, même si elle était redevenue femme. Noah était profondément préoccupé par les graves blessures de Shine et avait l'intention de le soigner immédiatement, ignorant son propre état dénudé. Pendant ce temps, Fujita tentait d'aider Ebisu qui souffrait toujours. Cependant, Matsumura perdit le contrôle en raison de son énergie épuisée, abandonnant Fujita et tentant de nuire à Ebisu. En réponse, Ebisu tapa spontanément dans son pouvoir magique, se transformant en monstre lézard. Avec ce nouveau pouvoir, elle vainquit facilement Matsumura, retrouvant ses souvenirs perdus sur Caïman au passage. Revenant à sa forme humaine, Ebisu informa Fujita de l'homme résidant dans la bouche de Caïman. Curieux, Fujita lui demanda ce que l'homme lui avait dit. À la place, Ebisu remit à Fujita le dernier morceau de viande de Matsumura. Fujita se précipita pour apporter le morceau de viande à Kikurage, mais en expliqua que revivre Matsumura avec juste ce morceau était impossible. En s'enquit ensuite des souvenirs retrouvés d'Ebisu. Ebisu partagea son expérience avec l'homme à l'intérieur de la bouche de Caïman. Dans le trou, Caïman réfléchissait à Rizu et à la possibilité de retrouver ses souvenirs perdus s'il restait dans le monde des sorciers. Initialement décidé à revenir, il changea d'avis en voyant la blessure sur le dos de Nikedo, décidant d'y aller seul pour ne pas la mettre en danger. Plus tard, Nikedo visita l'hôpital pour un check-up, recevant des médicaments de veau. Elle s'informa sur Caïman et lui apporta des gyoza, mais apprit qu'il avait démissionné de son poste d'assistant. En apprenant cela, elle chercha Kazukab pour des informations, découvrant que Caïman s'était aventuré dans le monde des sorciers pour restaurer son visage et ses souvenirs d'origine. Caïman arriva enfin dans le monde des sorciers, déterminé à trouver des indices sur Rizu et le gang Cross Eyes. Après avoir posé des questions, il apprit que le gang fréquentait Casebell Park, les gens pensant qu'il voulait acheter de la poudre noire. Caïman entendit également parler du prochain festival de la Nuit Bleue, où il pourrait rencontrer des membres des Cross Eyes. Se sentant affamé et sans un sou, Caïman assista à des voyous harceler un homme nommé Fukuyama. Leur chef, Tamba, intervint mais fut menacé par les voyous. Caïman intervint pour sauver Fukuyama et, en guise de gratitude, Tamba le traita de tourte à la viande et de vin rouge dans son restaurant. Caïman était curieux au sujet des attaquants qui s'en étaient pris à Fukuyama. Tamba expliqua qu'ils étaient des collecteurs qui kidnappaient des magiciens potentiels pour la Nuit Bleue. Étonnamment, Tamba retira le masque de Caïman, révélant sa tête de lézard. Cependant, Fukuyama précisa que de nombreux magiciens utilisaient des individus plus faibles pour s'entraîner, ne pouvant pas aller dans le trou. Caïman saisit l'occasion de confirmer cela et cacha sa véritable identité. Il mentionna son absence de domicile et sa recherche d'emploi, incitant Tamba à lui proposer du travail et un endroit où rester. Tamba et Fukuyama se présentèrent, et Caïman fut reconnaissant, promettant de travailler assidûment. Rizu retourna à son appartement et le trouva sens dessus dessous, son cactus mort indiquant une longue absence. Il essaya de se rappeler de sa mort, suspectant un membre du gang Cross Eyes d'en être responsable. Le jour fatidique, Rizu reçut l'ordre de livrer de la poudre noire aux ruines de la plaine de Salmanaza. Il demanda à son partenaire, Ekawa, de l'accompagner, mais leur chef, Tanab, insista pour que Rizu y aille seul. Ekawa mit Rizu en garde contre les Cross Eyes peu fiables. Finalement, Rizu atteignit les ruines mais fut tué par un camarade avec des tatouages oculaires, révélant la vérité derrière sa mort. Rizu se demanda pourquoi il avait été tué mais réalisa que son corps mécanique manquait d'énergie. Il décida de trouver Ekawa pour obtenir de l'aide. Le lendemain, des scarabées bleus signalèrent l'approche du festival de la Nuit Bleue. Un homme d'en informa de leur emploi du temps. Après le petit déjeuner, En et sa famille se réunirent pour prendre les mesures des costumes pour la fête d'ouverture du festival. Shuta interrogea En sur la recherche d'un magicien contrôlant le temps comme partenaire,
exprimant des doutes sur leur existence. En affirma leur existence et sa détermination à en trouver un. Bientôt, un autre homme d'An signala la présence d'un sorcier contrôlant le temps à la boutique de fumée. Tandis que la famille d'An se préparait pour la fête, le comité du festival enregistrait les magiciens cherchant des partenariats. Seuls quelques-uns réussirent le test et reçurent des invitations à la résidence d'An. Après avoir goûté la nourriture de la fête, ils supervisèrent une répétition de théâtre traditionnel, le miracle de la nuit bleue, bien qu'ils s'ennuyaient et s'assoupissaient. Le festival de la nuit bleue commença enfin, un événement tous les 4 ans durant 3 jours. Les sorcières sans partenaire cherchaient à faire des contrats avec des démons pendant ce temps. Alors que les sorcières revêtaient leurs plus beaux habits pour le festival de la nuit bleue, Caïman reçut l'ordre de rester au restaurant, bien que Tambal ait fermé pendant 3 jours. Bien qu'il ait initialement obéi, Caïman ne put résister à l'envie de rejoindre le festival. Il s'y faufila, déguisé en garde après avoir assommé 2 vrais gardes. Pendant ce temps, Fukuyama et Tamba attendaient en ligne pour entrer au festival, étant de simples magiciens sans pouvoirs extraordinaires. Les sorciers qui avaient des invitations pour la fête d'ouverture de la résidence d'An avaient une voie VIP et n'avaient pas besoin d'attendre. Un membre du personnel présenta à An et sa famille des demandes de partenariat de sorciers. An, Shine et Noa reçurent de nombreuses demandes, suivies de kikurage. Ebisu était agacé de ne recevoir aucune demande, tandis que Fujita, initialement pessimiste, en obtint étonnamment 2. Cette nouvelle inquiéta Shine et Noa, car ils virent parmi leurs partenaires potentiels un vieil ennemi. An inaugura officiellement le festival de la nuit bleue de 3 jours, soulignant que ceux qui voulaient rejoindre sa famille devaient être prêts à risquer leur vie. Pendant ce temps, Caïman, chargé d'aider à la résidence d'An, repéra Shine et les autres sur scène mais se dissimula. Au lieu de les rencontrer, un membre du personnel lui confia la tâche de nettoyer les toilettes. Un peu plus tard, alors que Noa était aux toilettes, un homme qui la ciblait depuis le début lança une attaque surprise. Prise au dépourvu, Noa ne put se défendre et fut rapidement vaincu par l'homme. Pendant ce temps, à la fête, Shine eut une prémonition que quelque chose tournait mal, sentant que Noa était en danger. Caïman, occupé à nettoyer les toilettes du festival, ne remarqua pas l'agitation. Nikedo, dirigeant son restaurant, était heureuse de la foule mais inquiète pour Caïman, qui s'était aventuré seul dans le monde des sorciers. La nuit bleue commença officiellement, et le comité encouragea tout le monde à trouver des partenaires compatibles. Rizu, se faufilant dans le festival, fit négliger ses tâches à Caïman qui le poursuivait. Mais de manière inattendue, la tête de Caïman entra en collision avec un coffre-fort porté par une sorcière sur un balai volant. Au lieu de poursuivre Rizu, Caïman s'en prit à la sorcière à cause des dégâts causés à ses pointes. Pendant ce temps, Shine se précipita pour chercher Noa et découvrit que les toilettes des femmes avaient été détruites. Il fut ensuite pris au piège par Yaku, un vieil adversaire qui lui avait tendu un piège. Ailleurs, Fujita demanda à An comment Shine et Noa étaient devenus partenaires. An raconta leur passé, adolescent, Shine visita le restaurant de ramen d'An et essaya de partir sans payer. Noa, à proximité, le poursuivit et insista pour qu'il paye son repas. De manière inattendue, Shine défia Noa dans un duel magique, promettant de payer son repas s'il la battait. Noa déclina, expliquant que sa magie ne pouvait pas être utilisée pour le combat. Elle remarqua que le bras de Shine se décomposait et décida d'utiliser sa magie pour le guérir. Elle dit à Shine qu'elle se battrait en utilisant sa force physique, mais au lieu de cela, Shine la frappa à la tête avec son marteau. En partant, Shine jura de rendre un jour la gentillesse à Noa. Plus tard, Shine s'approcha d'An, cherchant un emploi en tant que nettoyeur chargé d'éliminer les ennemis d'An. Il s'enquit de Noa, et on lui apprit qu'elle était en train de devenir un démon, portant une armure pesant 150 kg et s'entraînant en nourrissant des chauves-souris démoniaques dans le plus haut bâtiment d'église, signifiant qu'elle était dans la phase finale de son entraînement. C'est la fin de la partie 2.